bienvenue dans un nouvel épisode de l'oreillette de la bicycle. Au cours de cette prochaine heure, vous allez découvrir l'histoire d'un invité au parcours singulier, passionné de vélo, qui comme vous et moi y consacre une partie de sa vie. Durant cette conversation, nous allons infiltrer l'oreillette de celles et ceux qui font le cyclisme d'aujourd'hui et de demain. Du coureur à l'organisateur, en passant par le mécano ou le préparateur, vous allez apprendre et progresser au travers de leur histoire, mais aussi de leurs conseils. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro du podcast de la bicycle, nous nous retrouvons avec Élodie Lebaille, une coureuse de l'équipe du Team La Rochelle Charente-Maritime. Comment vas-tu, Élodie ? Bonjour à tous, ça va très bien. Alors, nous allons évoquer ton parcours. Tu es revenue au vélo après plusieurs années d'arrêt. Tout à fait, c'est ça. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté le vélo après avoir fait du vélo pendant 10 ans, c'est ça. D'accord. On reviendra sur cet épisode un peu plus tard. Je voulais tout d'abord te demander quel était ton premier souvenir cycliste qui remonte à l'enfance. Mon premier souvenir cycliste, c'est il y a très très longtemps. J'avais 7 ans. Je me souviens assez bien. J'étais en vacances avec mes cousins chez ma tante. Et comme tout petit à l'époque, j'étais déjà sur le vélo et on s'amusait avec nos cousins à faire des dérapages sur des gravillons. C'était tellement amusant. Sauf que en faisant ça, je suis tombée et j'ai ma pédale de vélo qui est rentrée dans la cuisse. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, voilà, sur le coup, j'ai rien senti et j'ai eu aucune douleur et par précaution, j'avais quand même regardé ma jambe si j'avais rien et j'ai vu qu'effectivement ma jambe était ouverte, j'avais une grosse plaie ouverte et donc là c'était rigolo parce que du coup c'est parti, enfin c'était la panique à bord avec ma tante, donc direction l'hôpital. En plus de ça, donc en plus de cette plaie ouverte, le médecin était assez virulent et assez sévère avec moi, je m'en rappellerai toujours. Donc en plus de cette plaie ouverte, le médecin était assez dur avec moi. Et donc du coup, ouais, ça m'avait beaucoup marqué cette chute chez ma tante parce que personne s'y attendait et que c'était la panique à bord et du coup ça m'a marqué à vie puisque j'ai toujours ma cicatrice du coup sur ma jambe à l'heure actuelle. Donc une bonne marque à vie du vélo. C'est justement quelque chose qui aurait pu te dégoûter un peu du vélo. Ça t'a pas empêché de continuer et de persévérer? Non, je suis assez casse-cou et aventurière et donc du coup voilà, c'est pas quelque chose qui m'arrête. C'est pas voilà, je m'arrête pas à ça. Moi je fonce. Parfait. Ensuite, tu as donc t'as donc continué le vélo jusqu'en junior, il me semble, avant d'arrêter. C'est ça, j'ai fait du vélo, j'ai commencé à 8 ans avec mon frère et j'y suis allée jusqu'à mes 18-19 ans. Jusqu'à mes 19 ans, ouais, en Espoir 1, enfin vraiment jusqu'en Junior 2, donc en 2018, jusqu'en 2008. Et en 2009, j'ai essayé de continuer le vélo malgré les études de la classe prépa que j'avais déjà intégrée en 2009. Et ouais, en 2009, ce fut la fin pour moi par rapport aux études et par rapport à un problème aussi au genou. Donc voilà, donc pendant 10 ans, ouais, j'ai fait du vélo à un très bon niveau. En 2008, ouais, j'ai très bien marché, j'ai gagné la Coupe de France. J'ai fini 3e au Tour de Charente-Maritime, j'ai fini 4e élite sur la Coupe de France au classement général. Donc j'avais très bien marché jusqu'en 2008-2009 où après bon bah voilà, il y avait des choix à faire et les études étaient plus importantes que le vélo à cette époque-là. Donc voilà, j'ai dû faire un choix. C'est vraiment les études qui t'ont fait arrêter ta carrière sportive alors que tu étais l'une des meilleures françaises? Oui, à l'époque, voilà, le cyclisme féminin, il y en avait, voilà, très peu de filles pouvaient en vivre, quasiment personne d'ailleurs. C'était quelque chose d'incertain. Voilà, et comme tout parent, voilà, on veut le meilleur pour ses enfants et on veut, comment dire, avoir une sécurité par la suite. Et dans le vélo, voilà, il y avait aucune sécurité. Même si j'avais très bien marché, je marchais très bien à cette époque-là, j'avais pas eu de propositions intéressantes par des équipes parce qu'il y en avait déjà très peu et j'avais pas eu de propositions intéressantes. Donc là, le choix a été vite fait entre le vélo où on avait un avenir incertain et puis les études où il y avait une possibilité d'avoir un confort et puis
s'ouvrir des portes par la suite au niveau professionnel. Bon, bah voilà, le choix a été rapide, même s'il a été douloureux à prendre. Il fallait quand même être sûr de soi, et donc voilà, c'est pour ça que je me suis orientée vers les études pour essayer d'avoir un bagage et puis m'en sortir pour la suite, quoi, au niveau professionnel. Aujourd'hui, c'est pas un choix que tu regrettes d'avoir arrêté ta carrière sportive pour ta carrière professionnelle? Ah Alors à chaud, enfin, je pourrais dire que si, je regrette effectivement parce que je me dis que j'aurais peut-être pu réussir et à cette heure-ci, j'aurais été voilà peut-être une grande cycliste ou peut-être pas. J'en sais rien. Toujours est-il que voilà, on peut pas revenir en arrière de toute façon. Effectivement, j'ai des regrets sur ça et en même temps, j'en ai pas parce que le fait d'être passé par mon milieu professionnel, par la classe préparatoire qui est vraiment très dure, par l'école d'ingénieur qui demande quand même une exigence, par les postes auxquels j'ai occupé, donc en tant que responsable d'affaires sur les centrales nucléaires, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de maturité. Ça m'a permis de voir beaucoup de choses au niveau professionnel, mais au niveau humain, parce que j'ai beaucoup voyagé. Et ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit que peut-être que je n'aurais pas eu par le passé, de me donner une certaine force aussi, je pense, une certaine force et une certaine réflexion sur la vie. Et je sais maintenant ce que je veux et ce que je ne veux plus. Que peut-être par le passé, voilà, quand on reste dans ce chemin de vie et qu'on reste dans son petit confort, on ne sait pas ce qu'il y a à côté. Là, je suis passée par plusieurs stades. Et voilà, et je sais maintenant où je veux aller, quoi. Je sais quel cap je veux prendre et voilà, maintenant je suis sûre de moi, quoi. Donc on va dire que j'ai pas de regrets, il faut pas en avoir, et c'est pour ça aussi que je suis revenue au vélo, c'est pour ne pas avoir de regrets aussi par la suite. J'ai regretté un petit peu cette coupure avec le milieu du vélo pendant 10 ans et voilà, j'ai la chance de pouvoir remonter rapidement au niveau, donc voilà, ma deuxième chance est là, donc je la saisis maintenant. C'est un peu pour casser cette routine justement que tu avais peut-être pu prendre dans le monde professionnel que tu as décidé de te relancer dans le monde sportif en reprenant le vélo à un très bon niveau? Oui, il y a ça, et il y a aussi le fait que je trouvais plus d'épanouissement personnel. J'étais pas du tout voilà, je travaillais pour travailler. C'est voilà, c'est niveau commercial, c'est assez compliqué. Enfin voilà, on a beaucoup de pression parce qu'on attend beaucoup de nous au niveau des résultats financiers. Il y a des équipes et des hommes à gérer. C'est pas toujours évident, surtout étant une femme. Et puis voilà, je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir, j'avais beaucoup de déplacements, je vivais pour le travail, et je pense que l'année dernière, j'ai vécu pendant plusieurs années ce moment, enfin cette vie-là, et je me suis dit mais mince, mais la vie c'est pas ça, la vie c'est pouvoir en profiter, c'est pouvoir avoir des loisirs à côté, c'est pouvoir profiter de sa famille, avoir avoir des activités. Et là, je n'avais plus du tout, voilà, tout cet environnement à côté. Je n'avais j'avais que le travail en fait. Et pour moi, c'était pas une vie. Donc, je me suis posé beaucoup de questions l'année dernière, pour savoir si vraiment fallait vraiment passer le cap et passer à autre chose ou rester sur cette voie-là. Et je me suis dit non, c'est pas ça, Elodie, t'es pas comme ça. Donc l'année dernière, j'ai décidé de tout plaquer et puis de me recentrer sur ce que moi je voulais réellement et ce que je souhaitais vraiment dans la vie et ce que je voulais plus. Et ce que je voulais, voilà, c'était vraiment avoir une activité à côté, pouvoir retrouver des amis, des proches et puis pouvoir se faire plaisir sur le vélo, parce que pour moi, ouais, c'est mon oxygène, quoi. J'ai besoin de ça pour me défouler, pour me déconnecter de tout, et puis du coup c'est pour ça que j'ai repris l'année dernière avec le vélo pour retrouver un petit peu un équilibre avec le milieu professionnel et personnel, quoi. Et en changeant un peu de vie et en se remettant en vélo, on pourrait se dire, comme plusieurs personnes peuvent le faire, arriver à peut-être plus âgé que toi, mais reprendre le vélo juste pour le plaisir. Toi, il y avait vraiment la notion de compétition et de voir ce que tu pouvais faire encore avec les qualités que tu te connaissais de ta jeunesse. Oui, alors effectivement, on est compétiteur ou on ne l'est pas. Effectivement, au départ, j'ai appris pour le plaisir, mais effectivement, j'avais quand même dans l'idée de pouvoir reprendre les compétitions. Maintenant, je ne me voyais pas revenir à un si haut niveau tout de suite.
pour moi, c'était reprendre les compétitions déjà au niveau régional, national, et puis peut-être un petit peu plus haut. Mais effectivement, tout s'est vite enchaîné l'année dernière. J'ai repris, mais ça fait que 9 mois que j'ai repris le vélo en fait en compétition, parce que ma première course est de mois d'août l'année dernière. C'était sur des courses régionales, et puis j'ai fait quelques coupes de France, donc ça allait très très vite depuis l'année dernière, malgré le Covid. J'ai fait que 7 courses l'année dernière, et puis là j'en ai fait 4. Donc je pensais pas revenir aussi vite, donc effectivement c'est un élan super agréable, et c'est très motivant pour la suite. Donc oui, j'avais l'idée de reprendre la compétition, et j'espérais revenir à un bon niveau, mais je pensais pas revenir aussi vite. Mais voilà, donc du coup maintenant ça me donne beaucoup plus d'objectifs et une ouverture d'esprit pour la suite qui me paraît très encourageant. Comment s'est passé un peu ton recrutement au niveau du Stade Rochelet? C'est quelque chose que tu t'attendais avec si peu de courses, ou enfin comment se sont noués les liens entre toi, le staff et le fait qu'il t'ait fait confiance aussi rapidement, alors on pourrait se dire que t'as très peu couru, que t'as pas encore remontré ta vraie valeur? Exactement, c'est vrai. L'année dernière, ouais, j'ai fait 7 courses au total. J'ai fait des courses régionales et quelques coupes de France. Alors effectivement, sur si peu de courses, c'était pour moi inespéré de pouvoir entrer directement dans une équipe continentale. Moi, j'espérais déjà me remonter dans une équipe division nationale 1. Déjà, c'était pour moi un beau pari. Mais malgré le fait que l'année dernière, j'ai quand même sur les courses régionales, il y avait donc le challenge Pénarbet surtout, qui a vraiment, je pense, été déclencheur de la suite, donc de mon entrée au Stade Rochelet. C'est que sur les courses régionales, il y avait quand même du beau monde, puisqu'on avait, si ce n'est pour dire que ces deux-là, Marie-Morgane Ledinf et Cédrine Carbaol, qui sont quand même des filles qui sont en équipe de France, et qui d'ailleurs sont rentrées en équipe chez Arkea Samsic cette année d'ailleurs aussi, que j'avais battu l'année dernière. Donc malgré le peu d'entraînement et le peu de courses que j'avais dans les jambes, j'avais réussi à aligner ces deux filles qui ont quand même un très bon niveau. Donc je pense que ça fait beaucoup parler de moi au niveau régional. Et j'ai la chance que Gaëlle Lebec, qui est DS au Stade Rochelet, est de Bretagne. Donc c'est venu à ses oreilles, et donc ça a fait un peu parler de moi. Et donc du coup sur la fin de saison, il faisait une tour de reco du Tour de Bretagne qui devait avoir lieu, le Tour de Bretagne fin octobre du coup. Et il m'avait proposé de venir faire un tour avec eux, enfin avec l'équipe. Et donc voilà, moi je suis allée avec eux, et pendant ce tour de reco, voilà, il a vu que j'avais le niveau. Bon, malgré que c'était un entraînement collectif, mais il a vu quand même que j'étais présente, que j'avais une bonne philosophie, une bonne mentalité, et voilà, que j'avais du potentiel par rapport à mon passif aussi. Donc c'était un pari qu'il a pris, et apparemment, bon, il en est content. Mais oui, du coup, ça s'est fait un petit peu comme ça. C'était fait enfin pas par hasard, mais ça s'est fait sur une sortie, sur le challenge Pénarbet, et sur une sortie du Tour de Bretagne qui a déclenché un petit peu mon entrée au Stade Rochelet, ouais. D'accord. On va juste faire un petit retour en arrière avant de reparler de la période actuelle. Je voulais te demander, durant cette pause de 10 ans, tu dis que t'as vraiment consacré ta vie au travail, mais est-ce que t'as quand même pratiqué des sports de temps à autre, et quels étaient-ils, si tu en as fait d'autres? Oui. Alors oui, j'en ai fait un petit peu, enfin très peu, hein. En classe prépa déjà, j'en ai pas fait parce qu'effectivement je voyais pas le jour. Mais en école d'ingénieur, oui, j'ai fait un petit peu de volleyball. Je trouvais que c'était enfin j'avais beaucoup aimé parce que c'était pour l'esprit équipe et la bonne ambiance, et du coup c'était sympa. Mais c'était pas de la compétition, hein. C'était voilà la petite séance de volley une fois par semaine, et puis voilà. Donc c'était plus pour l'esprit d'équipe qui était sympa, plutôt que pour le côté sportif et compétitif. Après je suis rentrée dans la vie active, et là c'était un petit peu plus compliqué. J'ai essayé de faire un petit peu de course à pied de temps en temps pour essayer de maintenir un rythme, mais bon, c'était une fois tous les 15 jours, tous les 3 semaines, donc c'était vraiment très minime. Si, j'ai fait un petit peu de boxe quand même. J'ai fait un petit peu de boxe quand j'ai travaillé en Corse pendant 6 mois, et j'ai fait de la boxe là-bas, et
Je trouve que c'était un sport qui était très intéressant. Alors c'était pour le loisir aussi, j'ai pas fait de compétition, mais c'était quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que c'était vraiment un défouloir et j'adorais ça parce que voilà, quand j'arrivais sur la séance de boxe, donc voilà, je débranchais le cerveau et puis ben voilà, il y avait plus qu'à taper dans le punching ball et puis se défouler et puis vider toute la pression que j'avais. Et donc j'adorais ça parce que ouais, c'était vraiment en plus des exercices assez physiques et donc du coup là, fallait vraiment débrancher le cerveau et ne plus réfléchir et c'était vraiment bien. Et à part ça, voilà, j'ai fait un petit peu de VTT après aussi sur ces 2 dernières années puisque mon ex-compagnon était VTTiste. Et donc du coup je l'accompagnais sur certaines sorties, donc je faisais un petit peu de VTT comme ça pour le loisir. Mais bon, moi ce que je préférais c'était vraiment le côté technique, les descentes techniques et puis qui était assez joueur. Mais sinon voilà, non, pendant ces 10 dernières années j'ai pas fait de compétition. J'ai fait un petit peu de sport de temps en temps comme ci comme ça, mais ouais, vraiment c'était pour le plaisir. Et dans ces sports que tu as pu pratiquer en loisir, tu vois des choses qui pourraient venir compléter ta préparation cycliste, venir t'apporter des compétences ou des qualités différentes, mais qui pourraient t'apporter quand même dans le vélo ou même dans le côté technique ou tactique ou peu importe. Oui, alors il y avait le VTT qui est intéressant parce que ça travaille vraiment le cardio et le côté habilité sur le vélo. Et ça j'aime beaucoup. Et concernant aussi la boxe, parce que sans le fait de pouvoir de taper évidemment, il y a la préparation physique qui est très intense. Et c'est vrai que tout ce qui est gainage, travail donc des jambes et des bras, ils sont très 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 poussés là-dessus et c'est beaucoup d'intensité. Et c'est vrai que c'est des exercices qui sont assez prolifiques et assez intéressants pour une préparation hivernale, ouais. Ouais. C'est des choses que tu pourrais mettre en place dans les années futures en hiver pour venir compléter ta préparation? Je pense que oui, le VTT c'était déjà quelque chose que je pratiquais par le passé l'hiver. Donc en fait ça va rester quelque chose qui va rester parce qu'en plus c'est très plaisant et c'est assez joueur donc c'est super. Et le côté prépa box, ouais, c'est vrai que ça m'avait beaucoup plu et je pense que ouais, je pourrais intégrer ça pour les prochains hivers, ouais. Ouais. Ok. Durant tes années juniors, c'était quoi à peu près ton volume horaire et actuellement, du coup, t'en fais plus, t'en fais moins comparé à lorsque t'étais en équipe de France junior? Alors oui, maintenant j'en fais plus parce que comment dire, j'ai quand même je suis quand même plus âgée, donc effectivement j'ai plus de caisses normalement que pendant mes années juniors. Mes années juniors, c'était enfin après voilà, c'est monté progressivement, le volume est monté progressivement parce qu'en 2006-2007, voilà, j'étais en junior 1 donc il y avait très peu, j'avais pas d'entraîneur d'ailleurs, donc c'était un petit peu à ma sauce. Mais je tournais autour de 7-8 heures par semaine avec de la récup inclus dedans. Souvent le lundi c'était récupération, le mardi je faisais 1 heure et demie, un petit peu de spécifique avec des intensités. Mercredi c'était souvent de l'endurance. Après vendredi je refaisais une séance un peu d'intensité. Et puis après samedi veille de course, dimanche course. Donc c'était autour de 7-8 heures à peu près d'entraînement en moyenne sur ma dernière année junior et espoir 1 on va dire quand j'ai pu rerouler en fin de saison. Et cette année, oui, effectivement, j'ai beaucoup plus d'heures d'entraînement parce que déjà physiquement, je suis plus âgée, donc je suis plus mature, donc j'ai plus de casse aussi. Et je peux engranger plus d'intensité et plus de kilomètres également. Là, je suis plus sur du 15-20 heures d'entraînement par semaine, donc ouais, je suis à beaucoup plus. Donc, mais c'est dans la logique des choses aussi, vu mon âge, il est normal que je puisse faire plus d'heures de vélo que étant plus jeune aussi, quoi. Et tu disais que durant tes années juniors, tu n'avais pas d'entraîneur. Désormais, tu en as un ou pas? Oui, maintenant tout le monde a un entraîneur, donc si j'en avais pas, c'est vrai que ça paraîtrait un petit peu irréaliste.
Si, j'ai une entraîneuse qui s'appelle Delphine Binet-Ledoux, qui est une amie aussi, qui est quelqu'un qui est très proche pour moi et qui est un petit peu tout d'ailleurs. C'est ma meilleure amie, c'est mon mentor, c'est ma coach, c'est un petit peu tout. Et voilà, on fait une très très bonne équipe et c'est pour ça d'ailleurs que ça marche parce qu'il y a une très bonne entente et on est vraiment très complices et du coup ouais, ça marche très bien entre nous deux, donc c'est génial. Et du coup, tu vois vraiment l'intérêt d'avoir un entraîneur comparé à tes années juniors où t'en avais pas, tu ressens les bienfaits? Oui, tout à fait. Ben, à mon époque, c'était complètement différent. On n'avait pas du tout ces nouvelles techniques qu'il y a maintenant. C'était vraiment, on roulait pour rouler. On n'avait pas encore toutes ces techniques les différents entraînements qu'on a maintenant. Il y avait beaucoup moins de suivi. C'était vraiment, comme on le sentait. C'était en gros à l'époque, c'était plus tu roulais et plus tu marchais parce qu'il y avait très peu de connaissances encore dans le niveau de l'entraînement et dans la pratique du vélo. Et je vois bien que pendant ces 10 dernières années, oui, ça a énormément évolué et ça a beaucoup changé dans toutes les techniques d'entraînement qu'il y a maintenant. On peut faire beaucoup de choses et donc du coup, si on veut être bon, il faut s'adapter à toutes ces techniques. Il faut être perfectionniste, il faut être il faut regarder beaucoup d'éléments et beaucoup de statistiques. Et donc du coup, avoir un entraîneur, maintenant, oui, c'est plus que primordial et plus qu'important parce que aussi ça gère beaucoup de choses. Il y a la nutrition maintenant qui rentre en compte, il y a donc la préparation hivernale, il y a la préparation mentale, il y a plein de choses qui rentrent en compte qu'avant c'était secondaire, que maintenant voilà, c'est vraiment un ensemble qui a préparé en même temps. Et donc un entraîneur, ouais, c'est plus qu'important maintenant. Tu pratiques un peu de préparation mentale d'ailleurs? Alors je pratique pas encore la préparation mentale, mais je pense que ouais, si ce n'est pas pour la fin de cette année, pour l'année prochaine, oui, je pense que un préparateur mental serait intéressant pour approcher un petit peu tous les aspects et puis pour arriver prêt et bien dans sa tête sur les courses. Là, j'en ai pas parce que j'ai pas non plus de grosse pression comme certaines filles peuvent avoir. Moi, j'arrive tout juste de mes courses régionales, donc effectivement, j'arrive un petit peu à l'improviste. Donc, j'ai pas encore toute la pression que certaines filles peuvent avoir dans d'autres équipes en tant que leader et avec des objectifs bien précis et voilà. Moi, je n'ai pas encore tout ça. Au Stade Rochelet, en plus, on a une très bonne ambiance et on n'a pas cette pression que peuvent avoir d'autres filles. Et donc pour l'instant, je ressens pas encore le besoin d'avoir cette préparation mentale parce que voilà, je n'ai pas encore toute cette pression. Mais je pense que pour les années à venir, oui, ça serait bien d'avoir toute cette préparation pour continuer aussi à progresser parce que quand on arrive bien près dans sa tête et les couteaux entre les dents, voilà, on peut que mieux faire et donc ça peut être qu'intéressant de pouvoir travailler ça. Ouais. J'imagine également que tu travailles au watt avec un capteur de puissance. C'est quelque chose dont tu trouves un grand intérêt comparé à, on va dire, au passé où on était juste à la ceinture cardiaque? Alors oui, c'est intéressant. Après, mon entraîneuse nous dirait que non, parce qu'on travaille pas beaucoup en fait avec le capteur de puissance. Même si c'est très intéressant de savoir sur quel watt on se positionne, mais c'est vrai que moi mon entraîneuse est plus sur l'ancienne école encore où on est plus sur la fréquence cardio et aux sensations plutôt que sur les watts comment dire produits. Après oui, c'est toujours intéressant d'avoir cette notion de watts, mais ouais, non, mon entraîneuse est plus ancienne école où on est encore sur la fréquence cardiaque et les sensations pures et dures où vraiment il faut savoir se connaître et c'est ça je pense qui ressort aussi le mieux sur la performance, c'est savoir où on en est sans avoir les chiffres en tête, savoir comment on se sent quoi. Et avec ces 10 années d'arrêt, t'arrives encore enfin, lorsque t'as recommencé, t'arrivais encore à retrouver tes sensations, à savoir si t'étais bien, pas bien, juste aux sensations? Alors au début, c'est difficile. Enfin, oui, j'arrivais à sentir si j'étais bien ou pas bien, mais c'est difficile de se dire oui, je suis bien, je vais performer ou non, non, ça va pas fonctionner parce qu'effectivement, depuis 10 ans, j'ai perdu beaucoup de repères et j'ai perdu beaucoup de sensations aussi.
Donc effectivement, le temps de reprendre tous ces repères aussi par rapport aux autres filles, par rapport comment dire, aussi au cycle féminin, hein, qui est perturbant aussi pour retrouver sa sensation. Donc il m'a fallu un peu de temps pour vraiment retrouver ces repères de sensations. Mais au final, voilà, ça se ressent assez vite après, quoi. Dès qu'on a repris quelques courses, on a repris les entraînements, on arrive quand même à se situer par rapport à ses compétences et par rapport à ce que l'on peut faire, quoi. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de l'entraînement. Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter sur cette... Non, pas spécialement, non. Après, on a fait le tour, effectivement. Voilà. Un bon entraîneur, c'est important, et d'avoir une bonne complicité avec, et puis après, voilà, se connaître, hein. J'avais une autre question. Depuis que tu as arrêté, donc on va dire début des années 2000, fin des années 2000, pardon, début des années 2010, quelle différence tu trouves au niveau du cyclisme féminin? Parce que bien sûr, il a évolué, on voit de plus en plus de courses à la télé, de plus en plus de grandes d'équipes masculines qui créent leur équipe féminine. Tu vois une sacrée différence, toi, en 10 ans d'arrêt? Ah oui, complètement. À mon époque, oui, déjà, il y avait déjà très très peu de divisions nationales en France. Quand on allait sur des Coupes de France, c'était avec son club, son petit club du coin. Des sélections régionales, il y en avait très peu. Des courses cyclistes, il y en avait pas beaucoup. Il fallait faire beaucoup de kilomètres pour aller sur des courses cyclistes. Voilà, il y avait aucune structure, enfin très très peu de structure. À l'heure d'aujourd'hui, voilà, il y avait pas d'entraîneur à l'époque, c'était les vélos, c'était comme on pouvait. Maintenant, aujourd'hui, on voit bien que ça a vraiment beaucoup évolué. Il y a beaucoup plus de courses. Le cyclisme féminin avant n'existait pas. On voyait pas de courses féminines à la télé. Voilà, on connaissait trois grands noms. On connaissait Edo Spitel, Jeannie Longo, et puis voilà, on avait fait le tour. Et à l'heure d'aujourd'hui, la médiatisation, est très intéressante parce qu'il y a beaucoup de courses cyclistes de médiatiser. Il y a de plus en plus de courses. On voit que voilà, les équipes masculines professionnelles essayent d'ouvrir des équipes féminines. Donc on voit bien que ça va dans le bon sens et que ça devient de plus en plus professionnel parce que voilà, on a une structure, un encadrement qu'il n'y avait pas avant, pas du tout avant même. Et donc du coup c'est très positif. On voit également aussi les premières licences professionnelles pour les féminines World Tour comme Aude Bielnik, Audrey Cordon, Roxane Fournier. Elles ont leur licence professionnelle depuis cette année. On voit que pour les années prochaines, pour les prochaines années, il y aura donc un salaire minimum qui sera mis en place pour les cyclistes professionnels. Donc ça se développe beaucoup. Effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire puisque dans le cyclisme professionnel, il y a encore beaucoup de filles qui ne peuvent pas vivre du vélo. Mais voilà, on va quand même dans le bon sens et ça s'est beaucoup accéléré ces dernières années et on voit que voilà, ça veut encore accélérer par l'ouverture de grandes équipes féminines liées aux équipes masculines. Donc c'est que positif. Si tu avais été dans la même situation qu'il y a 10 ans, mais en 2021, t'aurais peut-être pas pris la même direction, on imagine, avec le développement actuel. Effectivement, oui, si j'avais pu être à l'heure actuelle étudiante et avoir le choix entre continuer le cyclisme ou faire les études, oui, je pense que je me serais orientée vers le cyclisme. Parce que voilà, ça ouvre aujourd'hui, on peut le faire, on a beaucoup d'aide et il y a des possibilités qu'avant il n'y avait pas, donc oui, sans hésiter, oui, j'aurais fait ça, oui, c'est sûr. Du coup, tu jugeais ton retour à la compétition plutôt un peu inespéré, on va dire. Tu as également eu un podium en UCI il y a quelques jours de cela en Espagne. C'était quelque chose dont tu ne t'attendais pas pour cette année, que tu pouvais peut-être rêver, mais que tu attendais plutôt pour les années futures, j'imagine. Oui, tout à fait. Je m'attendais pas du tout à. C'est un podium un peu inattendu. Même si effectivement, oui, j'y croyais, j'espérais. C'était une course qui me convenait. Au sprint, bon, je sais que je suis assez rapide, mais effectivement, voilà, depuis 10 ans, j'ai pas fait de réel sprint, donc j'avais pas de repères ni par rapport aux autres cyclistes, enfin par rapport aux autres filles. Donc effectivement, j'avais envie de bien faire, j'avais la motivation et la hargne de vouloir bien faire. Mais entre vouloir bien faire et décrocher le podium, effectivement, il y a une grosse différence. Et c'est vrai que c'était une vraie surprise
de pouvoir décrocher cette 3e place parce que c'est juste énorme. Après seulement 2 courses sans pépin, finir sur un podium de classe 1, oui, c'est juste inespéré. Donc je me dis que depuis ce podium, je me dis qu'effectivement voilà, j'ai de grosses possibilités pour la suite et que oui, c'est le début d'une belle aventure et que voilà, j'ai pas tout plaqué pour rien. J'ai repris le vélo pour le plaisir et je pense que c'est ça aussi qui fait ma force et ma réussite maintenant, c'est que je sais pourquoi je fais du vélo et que je le fais avec mon cœur. Donc c'est pour ça que ça marche aussi, je pense. Donc et puis voilà, c'est que le début, donc il y a plus qu'à continuer à progresser et puis à monter. C'était également le premier podium de l'année, il me semble, pour le Stade Rochelet. C'est quelque chose qui peut lancer l'équipe sur de bons rails et apporter d'autres résultats d'aussi haut niveau. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'était le premier podium pour le Stade Rochelet et même pour toutes les équipes françaises d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a pas encore eu de podium français sur une course UCI. Donc du coup, oui, pour l'équipe, c'est très encourageant parce que ça nous met toutes sur une bonne dynamique et ça nous motive pour les prochaines courses en disant que voilà, on est là, on est présente et voilà, le travail commence à payer et que c'est que le début de saison et qu'on a encore plein de belles choses du coup à faire. Et c'est toujours satisfaisant de pouvoir dès le début de saison ramener un podium au Stade Rochelet parce que c'est vrai que c'est un nouveau aussi partenaire et pouvoir un peu les remercier, les mettre en avant sur leur partenaire, sur ce partenaire qui est quand même un gros partenaire et que voilà, ils sont pas, on n'a pas fait un partenariat pour rien quoi. Enfin voilà, on est présent et on est là aussi pour montrer que les filles, voilà, on est au niveau quoi. Justement, c'est assez unique un partenariat entre on va dire une équipe de sport collectif et une équipe de sport, on va dire, un peu plus individuelle. Je pense que c'est même unique au monde. J'ai jamais entendu parler, en tout cas, d'un tel projet. Comment ça s'organise entre l'équipe de rugby et vous, l'équipe de cyclistes? Alors normalement il y avait plein de choses de prévues, mais malheureusement avec le Covid, effectivement il y a beaucoup de choses qui ont été annulées. On devait faire des stages avec les équipes de rugby, enfin on devait avoir des événements avec eux qui malheureusement ont été annulés à cause du Covid. Donc effectivement on a eu très peu de contact avec en tout cas les joueurs rugbymen. Ça n'empêche que ça nous a permis quand même d'accéder au parc Apivia, donc le centre d'entraînement du Stade Rochelet. Et d'accéder à ces structures qui sont très intéressantes pour nous, surtout pour la période hivernale parce que ils ont beaucoup de structures au niveau salle de musculation, kinothérapie, cryothérapie, et donc du coup ça permet d'ouvrir beaucoup de choses sur ce côté-là, sur le côté structure et sur le côté matériel, mais aussi sur le côté médiatique parce que voilà, le Stade Rochelet, c'est pas une petite équipe, hein, c'est les équipes, c'est les meilleures équipes françaises. Donc c'est toujours, c'est une fierté de pouvoir porter les couleurs jaune et noir, de ces rugbymen et de pouvoir partager leur ADN et leur philosophie. Donc non, c'est top. Ok. Donc du coup, t'as fait ton meilleur résultat de la saison au sprint. Tu te considères comme une sprinteuse ou davantage? Tu penses avoir davantage un autre profil? Moi, alors je pense que je suis puncheuse plutôt, puncheuse avec une bonne pointe de vitesse. Après oui, peut-être que je peux travailler les sprints. Là, je travaille pas du tout les sprints, donc pouvoir faire une 3e place derrière deux sprinteuses de classe internationale, oui, ça veut dire que oui, j'ai des possibilités de développer cette qualité. Alors je sais que j'ai des watts et que j'ai des qualités pour les sprints, donc je peux peut-être essayer de travailler ça pour les années à venir. Maintenant, ouais, je suis plus quelqu'un qui est puncheuse, qui aime les courses difficiles, usantes, où faut tenir mentalement. Ça, c'est quelque chose qui me convient plus, ouais. Comment s'organise une semaine type désormais pour toi au niveau de l'entraînement? Comment tu jongles aussi professionnellement entre ton métier, le vélo, la vie de famille? Oui, alors c'est souvent des semaines très intenses, où je cours pas mal. Souvent le lundi, voilà, c'est récupération, donc c'est souvent je fais mes petites courses, je fais ma petite heure, 1h30, 2 heures de récupération sur le vélo.
Et puis après, je me repose en général, je profite, je vais voir un petit peu mes proches. Et puis le mardi, j'enchaîne direct les préparations de cours, les corrections. Puis souvent j'ai souvent 2h30, 2h30. J'ai souvent une séance de spécifique le mardi, donc souvent le matin c'est cours et puis l'après-midi c'est vélo ou inverse. Et puis le mercredi, j'enchaîne des cours le matin, l'après-midi c'est souvent c'est de nouveau séances d'endurance en général, donc c'est 3-4 heures de vélo. Le soir, donc j'enchaîne les préparations de cours et puis des corrections s'il y en a. Et puis c'est reparti pour le jeudi, cours jusqu'à 15h30, 16h. Souvent le jeudi après, j'ai quand même un petit peu de temps pour me reposer avec de la prépa cours, mais ça va. Et souvent le jeudi soir, je prépare ma valise. Si on a une course le week-end, le jeudi soir, faut déjà préparer la valise et la voiture pour que le vendredi après les cours, je file directement voir l'équipe pour qu'on puisse partir ensuite sur la course, quoi. Et puis samedi, dimanche, course. Donc ça c'est une semaine qui est assez speed. Au final, il n'y a pas beaucoup de récupération à part le lundi où j'arrive à me reposer et à tout calmer. Mais effectivement, c'est des semaines assez speed néanmoins. Faut jongler entre les cours, la préparation de cours et puis le vélo. Mais pour l'instant, j'arrive à gérer, donc c'est bon. Tu t'accordes des micro-coupures sur des cycles d'entraînement pour essayer de récupérer un peu? Alors dès que j'ai un petit trou, j'essaye de récupérer, de me reposer. Là encore, pour l'instant, j'arrive à gérer. Après, on a entre guillemets avec le Covid, c'est plus facile aussi parce que ces dernières semaines, par exemple, on est confinés, donc les cours se font à distance. Donc là, j'ai le temps de récupérer. Il y a moins de déplacements, il y a moins de présentiel, donc c'est beaucoup plus facile. Et effectivement, ça c'est un avantage parce que du coup, il y a beaucoup moins de trajets. Et puis j'ai eu le temps de pouvoir me reposer. Donc là, ça va. Sur les mois passés, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de courses non plus à cause du Covid. Donc ça a permis de faire des micro-coupures. Oui, effectivement, certains week-ends où j'avais un peu plus de temps pour me reposer parce qu'il fallait rester chez soi et donc continuer sur un entraînement, on va dire, basique. Il n'y avait pas de course, donc moins de déplacements, moins de stress, moins de route et donc du coup, c'est ça. Pour l'instant, ça s'est bien passé parce que il y a eu le Covid qui a chamboulé tout ça. Donc, pour l'instant, j'ai réussi encore à tout gérer. Après ce podium, on imagine que tu as pu revoir tes objectifs aussi à la hausse. Ça va être quoi tes objectifs pour le reste de la saison? Alors, mes objectifs pour le reste de la saison, alors oui, effectivement, j'ai fait un podium, mais je reste quand même très mesurée sur mes objectifs. Comme j'ai dit, ça fait que 9 mois que j'ai repris le vélo, j'ai repris des automatismes. J'ai effectivement la forme est là, je vais forcément continuer à monter en puissance parce que il y a encore de la progression, c'est évident. Mais je peux pas me positionner encore sur certaines courses, même si effectivement je pourrais dire je peux faire ça. Je sais que par exemple sur le Tour de Belgique, Crest-Breizh Elite et puis le Grand Prix d'Isberg, c'est des courses qui peuvent me convenir. Mais voilà, c'est des courses que je découvre. Donc c'est difficile de se mettre des objectifs quand on découvre la course. Alors effectivement, je vais espérer faire de bonnes places sur ce genre de courses. Mais pour l'instant, je préfère rester mesurée, même si c'est des courses que je garde en objectif, tout comme le championnat de France avec le chrono, où peut-être que, j'espère faire une bonne perf. Mais tout reste mesuré sur le fait que je redécouvre toutes les courses et cette année, même si j'espère faire de bonnes places, c'est vraiment une année blanche, une année découverte pour pouvoir l'année prochaine vraiment me positionner sur des placements, sur de réels objectifs. Quand on pense à Sandra Evenes qui est chez Arkea et qui passé 40 ans est devenue professionnelle et arrive encore à obtenir de très beaux résultats, on imagine que tu peux voir encore très loin dans ta carrière. T'imagines comment ton futur au niveau du cyclisme professionnel entre guillemets, on va dire? Moi, je m'étais dit que j'espérais dans les 1 ou 2 ans me donner 1 ou 2 ans pour voir où ça allait mener, si j'avais la possibilité de revenir, de retrouver un niveau correct et de pouvoir avoir la possibilité de monter en tant que professionnel.
voilà, ou ne pas avoir les capacités et puis revenir à une vie normale, hein. Et au final, je vois que j'ai des possibilités de pouvoir monter à un niveau au-dessus. Donc les prochaines années, oui, j'espère pouvoir trouver un contrat qui me permette de vivre du vélo et puis tout en gardant du plaisir et en faisant de performances et en continuant à progresser. Mais c'est vrai que quand on voit Sandra Levenez qui a 40 ans découvre le vélo et puis se relance dans une nouvelle carrière, mais oui, c'est plus qu'encourageant parce que je me dis oui que bon là voilà, j'ai fait du vélo pendant 10 ans, j'ai arrêté pendant 10 ans et souvent je dis en rigolant voilà, je repars pour 10 ans de vélo. Donc oui, j'espère que dans 10 ans comme Sandra, je serai sur le vélo et que je serai encore à ta hauteur parce que oui, bon, être au niveau à 40 ans, c'est pas donné à tout le monde. Donc oui, après faut espérer que le meilleur, mais j'espère bien. Oui, je suis repartie pour quelques années. Oui, je suis pas repartie pour 1 ou 2 ans. Non, je suis repartie pour plus que ça. Tu te fixes pas de limite pour la suite de ta carrière du coup? Non, je me fixe pas de limite. Pour moi, c'est le corps qui va parler, c'est le cœur qui va parler. C'est savoir si au moment où j'aurai plus de plaisir et j'aurai plus d'envie, c'est qu'il faudra arrêter. Pour l'instant, voilà, j'en ai envie et voilà, j'ai une motivation, j'ai une grosse motivation et j'ai toujours voulu faire ça et pouvoir essayer de revenir à ce niveau-là. Donc ouais, je suis repartie, c'est pas pour 1 ou 2 ans. Moi, j'espère repartir pour quelques années encore, 5 voire plus. Donc oui, non, c'est reparti pour un petit moment, j'espère. T'es actuellement dans une équipe continentale, t'espères pouvoir passer au World Tour et obtenir, vraiment vivre du vélo dans les prochaines années? Alors c'est difficile de dire. Après, ça va fonctionner à la pédale. Hein. Si j'ai le niveau, oui, effectivement, c'est comme tous ces cyclistes professionnels, on rêve de pouvoir rentrer dans une équipe World Tour et pouvoir de faire de très belles courses et pouvoir performer sur ces très belles courses. Là actuellement, je reprends le vélo. Je peux pas encore me positionner là-dessus. Je souhaite déjà performer sur des classes 1 et des classes 2. C'est déjà le cas, mais continuer à faire si on peut jouer sur des courses de classe 1 et de classe 2, déjà c'est pas mal sur ces prochaines années. Passer en World Tour, ouais, j'espère que dans quelques années, comme Aude Bianic et Audrey Cordon ou Roxane Fournier, j'espère pouvoir rentrer dans une équipe World Tour et puis pouvoir performer sur ces courses. Mais ça c'est un rêve. Maintenant, est-ce qu'il deviendra réalité? Je ne sais pas, mais en tout cas, je me mettrai tous les moyens possibles et toutes les chances de mon côté pour y arriver. Ouais. Au final, ce retour au premier plan et au niveau, c'est histoire de ne rien regretter dans quelques années et d'avoir vraiment vu ce que tu pouvais faire au très haut niveau cycliste. Exactement, c'est un peu ça. Oui, j'ai eu des regrets par le passé, donc du coup, je me suis rendu compte que la vie, fallait pas avoir de regrets. Et donc du coup là, je me relance j'ai plus rien à perdre en fait. J'ai 30 ans, je suis de nouveau une petite jeune dans le vélo au final. Donc du coup, j'ai plus rien à perdre, j'ai tout à gagner. Et ouais, là, je reprends le vélo parce que je me dis que j'ai des possibilités et que j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux performer. Donc c'est vraiment pour me faire plaisir et pour voir jusqu'où je peux aller, ouais, c'est ça. J'avais une question qui était quel cycliste seras-tu dans 10 ans? Donc si on a bien compris, t'aimerais encore être sur le vélo et performer dans 10 ans. Alors je vais poser la question différemment. Quel cycliste imagines-tu être dans 20 ans, on va dire? T'imagines-tu dans le vélo encore? Que ce soit en tant que directeur sportif, entraîneur ou en tant que cyclosportif? Alors là, je n'en ai aucune idée. Non, après, quand on aime le vélo, effectivement, c'est difficile de s'en séparer. Donc oui, je pense que je serai encore dans le vélo dans 10 ans, dans 20 ans. Maintenant, où, je ne sais pas. Mais c'est sûr que je serai encore dans ce milieu-là. Je sais que pourquoi pas m'orienter dans tout ce qui est journalisme sportif, etc. Ça m'intéresserait beaucoup. Bon, on n'y est pas encore, donc pour l'instant, je vais d'abord essayer de voir déjà sur les 5 prochaines années, et puis dans 20 ans, on peut se donner rendez-vous, mais mais on verra le temps au temps. Pour l'instant, je n'en ai aucune idée, et puis je pense que
on verra au fil des années. D'accord. Alors, si tu avais un conseil à donner un peu pour nos auditeurs qui sont principalement des cyclos ou des personnes pratiquant le vélo pour le loisir, ça serait quoi le conseil que tu donnerais à une personne qui a 25 ans ou un peu plus et qui recommencerait ou commencerait le vélo? Faut faire ça avec le plaisir, hein. Ça sert à rien de se donner des objectifs trop gros pour commencer. Il faut y aller quand on en a envie. Il faut prendre du plaisir et quand on prend du plaisir et ça vient tout seul en fait. Donc il faut pédaler avec le cœur et non avec la tête. Je pense que c'est ça le meilleur conseil que je puisse donner, c'est pédaler avec le cœur. Et s'il y avait quelqu'un que tu souhaiterais entendre sur ce podcast, ça serait qui? Pour son histoire ou pour son passé cycliste? Une cycliste ou un cycliste, n'importe. Peu importe, tous les deux. Enfin. D'accord. Pour moi, ce serait Aude Bianic parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un que j'ai connu il y a de nombreuses années puisque on s'est connus sur les petites courses régionales quand on était donc plus jeune, que j'ai connu aussi plus particulièrement en équipe de Bretagne. Et c'est une personne que j'adore. Elle est vraiment très 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 gentille. Elle est adorable et j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est très discrète, qui est très très respectueuse et qui a réussi dans le vélo puisqu'elle est quand même dans une équipe World Tour Movistar. Elle a fait de grosses performances et c'est vrai que on n'entend pas forcément beaucoup parler d'elle parce qu'elle est très discrète. Et pourtant, c'est quelqu'un qui devrait être mis en avant davantage parce que c'est vraiment une fille en or. Et donc, ouais, si un clin d'œil à une fille que je devrais faire, ce serait vraiment Aude Bianic parce que sans hésitation. D'accord, bon. On essaiera de l'avoir sur le podcast ultérieurement, alors. Ça marche. Eh bien, on va arriver sur la fin du podcast. Je sais pas si tu aurais quelque chose à rajouter. Merci à vous de m'avoir convié et puis c'était un plaisir de partager avec vous sur ma petite expérience et puis j'espère vous revoir prochainement. Merci à toi d'avoir répondu à notre invitation et si le podcast a plu à vous les auditeurs, n'hésitez pas à nous rejoindre le club La Bicycle. Vous retrouverez tous les liens dans la description ainsi que les liens pour contacter Elodie Lebaille et ou son équipe le Stade Rochelet pour leur poser des questions. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre une petite étoile ou un petit pouce ainsi qu'un commentaire, ça prend pas beaucoup de temps et puis ça peut nous aider pour la suite. Prenez soin de vous et entraînez-vous comme il faut avant le prochain épisode. À bientôt.